cette année 1940, le contrôle de la route des Indes via la Méditerranée et le canal de Suez est vital pour la Grande-Bretagne. Les enjeux économiques et stratégiques du canal sont en effet énormes. Il raccourcit de 8000 km le trajet entre Londres et Bombay, et c'est par ce canal qu'arrive le pétrole du Moyen-Orient. La Grande-Bretagne dispose, pour assurer la maîtrise de cette route, de 3 bases en Méditerranée: Gibraltar, l'île de Malte et le port d'Alexandrie en Égypte. Mais la première reste sous la menace d'une entrée en guerre de l'Espagne, et la deuxième n'est que faiblement défendue. En outre, l'entrée en guerre de l'Italie au mois de juin 1940 constitue un réel danger pour la sécurité des convois britanniques. La péninsule italienne, prolongée par la Sicile, coupe littéralement la Méditerranée en deux. Et surtout, à cette date, l'empire colonial italien jouxte dangereusement les possessions britanniques en Afrique. La Somalie italienne s'étend en effet jusqu'aux limites du Kenya. Elle constitue, avec l'Érythrée et l'Abyssinie conquise en 1936, l'Afrique orientale italienne, qui encercle le Somaliland britannique et menace l'accès à la mer Rouge. Et surtout, en Afrique du Nord, la Tripolitaine et la Cyrénaïque, occupées par l'Italie depuis 1912 et réunies sous le nom de Libye, constituent une base de départ pour la conquête de l'Égypte. Les Italiens ont modernisé les ports de Tripoli, de Benghazi et de Tobrouk et ont construit une route côtière allant de Tripoli à la frontière égyptienne. Enfin, il ne faut pas négliger le fait que depuis 1911, l'Italie contrôle également les îles de l'archipel du Dodécanèse, en particulier l'île de Rhodes en mer Égée. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais c'est à partir de l'Afrique orientale que les Italiens ont lancé, dès le mois de juin 1940, leurs premières offensives en direction du Soudan et du Kenya. Les Italiens disposent de 70 000 à 90 000 hommes, sans compter près de 200 000 autochtones, alors que les Britanniques ne peuvent leur opposer que 9 000 hommes au Soudan et à peu près autant au Kenya. L'offensive italienne se limitera cependant à l'occupation de quelques villages frontaliers. En revanche, du 3 au 19 août 1940, les Italiens conquièrent tout le Somaliland britannique, qui est aussitôt annexé à l'Afrique orientale italienne, tandis que la garnison britannique est contrainte à un repli par mer vers Aden. Il s'agit là d'une des rares victoires italiennes obtenues sans l'aide allemande. Mais ces victoires seront de courte durée, car les Britanniques contre-attaquent dès le 19 janvier 1941, par voie terrestre à partir du Soudan et du Kenya, et par voie maritime depuis Aden. Ils seront soutenus, ne l'oublions pas, par la Brigade française libre d'Orient, la future première division légère française libre. La prise de la ville de Keren et de l'important port de Massawa en Érythrée au mois de mars 1941 scellera le sort de l'Afrique orientale italienne. La capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba, tombe à son tour en avril 1941 et toute l'Abyssinie est libérée le 5 mai 1941. Le Négus, Haïlé Sélassié, retrouve ainsi son trône impérial après 5 années d'exil. Mais son pays a terriblement souffert de l'occupation italienne. 15% de la population éthiopienne a péri entre 1935 et 1941. L'Afrique orientale est définitivement perdue pour l'Italie avec la capitulation le 18 mai 1941 du vice-roi d'Éthiopie, le duc d'Aoste, après la bataille d'Amba al-Hadji. En Afrique du Nord, c'est une autre offensive que les Italiens vont lancer à partir de la Libye en direction de l'Égypte pour le contrôle du canal de Suez. Officiellement, l'Égypte est un pays neutre, mais le traité anglo-égyptien de 1936 autorise les Britanniques à stationner dans le pays pour la défense du canal. Le maréchal italien, Graziani, dispose de 250 000 hommes, soit presque 10 fois plus que les Britanniques, dont leur chef, le général Wavell, ne peut guère aligner plus de 37 000 hommes. L'attaque commence le 13 septembre 1940 par la reprise du fort Capuzzo que Wavell avait pris par surprise le 14 juin. Les Italiens avancent le long du littoral et par le col d'Al-Faya
sans rencontrer de véritable opposition, car les Britanniques, se sachant en infériorité numérique, ont préféré se replier après avoir miné le désert égyptien. Graziani atteint ainsi, le 16 septembre 1940, la ville côtière de Sidi Barrani, à une centaine de kilomètres de la frontière. Le port d'Alexandrie n'est défendu que par la garnison britannique de Mersa Matruh, à 130 km de là. Mais, à la grande déception de Mussolini, le maréchal italien ne va pas poursuivre son offensive au-delà d'une quinzaine de kilomètres. Dans l'ignorance de l'importance des forces britanniques, il préfère faire retrancher ses troupes dans une série de camps fortifiés, malheureusement trop éloignés les uns des autres pour se soutenir mutuellement en cas d'attaque. L'offensive italienne, malgré les apparences, est donc un échec, car son objectif, l'occupation du canal de Suez, n'a pas été atteint. Et dès le 9 décembre 1940, les Britanniques vont lancer leur contre-offensive avec l'opération Compass. Commandées par le général O'Connor, les forces britanniques, épaulées par des troupes indiennes et australiennes, attaquent au petit matin le point faible de la défense italienne de Sidi Barrani, qui est reprise dès le lendemain. Au bout de 3 jours, les Italiens sont chassés d'Égypte et les Britanniques pénètrent en Libye en reprenant le fort Capuzzo. Cette contre-offensive n'était prévue que pour durer 5 jours. Mais O'Connor veut exploiter son succès et il va s'enfoncer en Libye. Le 5 janvier 1941, la ville de Bardia est conquise. Plus de 40 000 Italiens sont faits prisonniers. Le 7 janvier, les Britanniques sont devant le port de Tobrouk qui tombe le 22. C'est toute la Cyrénaïque qui est menacée. Et pour éviter d'être prise au piège, les Italiens doivent évacuer Benghazi. Mais le 5 février 1941, les Britanniques réussissent à couper la retraite à la 10e armée italienne qui est détruite. Le général O'Connor n'a plus devant lui que des troupes italiennes démoralisées. La ville de Tripoli, à 700 km de là, lui paraît à sa portée. Il prévoit même de l'occuper avant la fin du mois de février. Mais Churchill va lui donner l'ordre de stopper son offensive. Il a en effet promis d'apporter son aide à la Grèce, qui, au même moment, est attaquée par l'Italie. Et il veut envoyer dans ce pays une partie des troupes d'O'Connor. Les Britanniques devront dès lors se contenter de se retrancher dans la ville côtière d'El Agheila, dans le sud-ouest de la Cyrénaïque, après avoir tout de même avancé de 800 km, avoir détruit 400 chars et 1300 pièces d'artillerie et fait 130 000 prisonniers. Toutefois, les Italiens n'ont pas été chassés d'Afrique du Nord. Au même moment, à quelques milliers de kilomètres de là, un fait d'armes d'apparence modeste va être le début d'une épopée qui culminera 4 années plus tard à Strasbourg. Le général de Gaulle a nommé le colonel Leclerc commandant en chef militaire au Tchad, avec pour objectif la prise de l'oasis de Koufra, au sud de la Libye, laquelle contrôle l'accès à la province des Fezzan. Leclerc ne dispose que de modestes moyens, 350 hommes et un armement rudimentaire. En outre, Koufra est à 1700 km de la capitale tchadienne. Et pour l'atteindre, il faut traverser un désert extrêmement difficile et périlleux pour des engins motorisés, en l'absence de pistes, et par des températures brûlantes le jour et glaciales la nuit. Mais Leclerc a décidé, et dès le 24 janvier 1941, il pénètre en Libye. Il devra agir seul, car un détachement britannique du Long Range Desert Group, qui le précédait, a été décimé par une embuscade italienne, le privant en outre de l'effet de surprise. Le 7 février 1941, il atteint enfin Koufra et parvient à détruire des hangars et des avions sur la piste d'aviation. C'est le début des combats. Du côté italien, le fort de Koufra est défendu par une garnison, elle-même renforcée par une compagnie motorisée, la Sahariana. Leclerc va d'abord réorganiser ses forces afin d'attaquer la Sahariana les 17 et 18 février et forcer cette compagnie à se replier vers le nord. Leclerc commence alors le siège du fort. Il ne dispose que d'un unique canon de 75 mm, mais il va constamment le déplacer en portant à chaque fois des coups bien ajustés
afin de démoraliser l'ennemi qui croit avoir affaire à des forces bien plus nombreuses qu'elles le sont en réalité. Le 1er mars, sur un coup de bluff de Leclerc qui se présente en personne à l'entrée du fort, la garnison italienne se rend aux Français. C'est le lendemain que le colonel Leclerc prononcera devant ses hommes le célèbre serment de Koufra. Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. L'impact symbolique de ces combats est immense, car il s'agit de la première victoire remportée par des forces françaises, parties d'un territoire appartenant à la France et sous commandement exclusivement français. Mais en ce début d'année 1941, quelle est la réaction d'Hitler face au déboire de son allié italien? Il considère alors le théâtre des combats en Méditerranée comme secondaire, car son regard est tourné depuis plusieurs semaines en direction de l'Union soviétique qu'il a prévu d'envahir dès cette année. Mais il ne peut pas ne pas aider Mussolini à faire face à l'avancée britannique en Libye. Et après tout, ce serait également un moyen pour l'Allemagne de prendre la main en Afrique et d'infliger de nouvelles défaites à l'ennemi britannique. Hitler va donc créer un corps expéditionnaire qui prendra le nom de Deutsches Afrika-Korps, en nommant à sa tête le 6 février 1941 le général Erwin Rommel, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler à l'épisode 4 consacré à la bataille de France. Hitler s'expliquera ainsi pour son choix, je cite. « J'ai choisi Rommel parce qu'il sait, comme dit-il à Narvik, mobiliser ses troupes. C'est une qualité essentielle pour qui commande une armée qui se bat dans des pays aux conditions climatiques très dures comme l'Arctique ou l'Afrique du Nord. » Dès ce même mois de février 1941, les premières troupes de l'Afrika-Korps débarquent donc en Afrique du Nord, tandis que les Italiens renforcent leurs effectifs avec 6 nouvelles divisions. Leur nouveau chef est le général Garibaldi, qui se retrouve de fait placé sous l'autorité de Rommel, même si officiellement l'Afrika-Korps est subordonné aux Italiens. Rommel est décidé à agir vite. Et dès le 24 mars 1941, il lance ses troupes à l'assaut d'El Agheila. Puis le 1er avril, il prend Marsa El Brega et le 4 Benghazi, avant d'encercler El Mechili le 7 avril, faisant 2000 prisonniers. Devant les coups de boutoir de Rommel, les Britanniques se replient sur Tobrouk. Mais leur commandement se trouve désorganisé par la capture de plusieurs généraux britanniques, dont O'Connor. Rommel et ses alliés italiens encerclent Tobrouk à partir du 10 avril, tandis que les Britanniques vont lancer 2 contre-attaques pour tenter de lever ce siège. Ce sont les opérations Brevity au mois de mai 1941 et Battle Axe au mois de juin. Elles se solderont malheureusement par des échecs, amenant Churchill à limoger le général Wavell pour le remplacer par le général Auchinleck. Finalement, les 2 adversaires, épuisés par les combats et la chaleur infernale de l'été, s'immobilisent sur leur position pour plusieurs semaines, chaque camp ayant besoin de se rééquiper. Mais après les échecs des opérations Brevity et Battle Axe, Churchill a besoin d'une victoire. Et il va lancer à la mi-novembre 1941 l'opération Crusader pour libérer Tobrouk. Rommel est déjà devenu une légende. Il est la bête noire des Britanniques qui envoie le 17 novembre 1941 sur les côtes de la Cyrénaïque un commando chargé de le tuer dans sa villa de Beda Litoria. Mais l'assaut est un échec, et puis de toute façon, ce soir-là, Rommel n'était pas en Libye, mais à Rome, où 2 jours plus tôt, il avait fêté son anniversaire. C'est le lendemain que débute l'opération Crusader. Ce sont des combats passablement confus. Rommel, qui songe à son prochain assaut sur Tobrouk fixé au 23 novembre, ne perçoit pas immédiatement l'importance de cette offensive. En outre, il commence à être à court de carburant pour ses chars. Mais une tentative britannique de sortie de Tobrouk le 28 novembre est un échec. À la fin de ce mois, il semble donc que les germano-italiens soient sortis victorieux des combats. Mais, à la différence des Britanniques, ils ne disposent plus de réserve. Et en l'absence de renfort,
Rommel veut éviter de se retrouver dans une situation semblable à celle des Italiens avant l'arrivée des Allemands, et il envisage le 9 décembre de se replier. Et de fait, le 16 décembre, le siège de Tobrouk est levé. Les Allemands font retraite en bon ordre, mais ils ne peuvent empêcher les Britanniques d'entrer dans Benghazi le 25 décembre 1941. Ainsi, à la fin de cette année, les deux armées se retrouvent dans leur position d'origine avant le début de l'offensive de Rommel. La Cyrénaïque est à nouveau perdue pour les forces de l'Axe. Oui, vous avez compris que cette succession d'offensives et de retraites des deux adversaires le long des côtes libyennes en fonction du rapport des forces et de l'approvisionnement des armées est une particularité de cette guerre du désert. L'année 1941 l'a démontré et 1942 le confirmera. En effet, Rommel prépare sa contre-offensive dès le mois de janvier 1942. Il a expliqué ainsi sa stratégie à Hitler, je cite. Rapidité de jugement, capacité de créer des situations nouvelles et des surprises, plus vite que l'ennemi ne peut réagir. Absence de dispositions arrêtées à l'avance, telles sont les bases de la tactique dans le désert. C'est le 21 janvier 1942 qu'il déclenche son offensive, prenant par surprise la première division blindée britannique qui est anéantie. Le 29 janvier, Rommel entre à nouveau dans Benghazi, un mois après avoir dû l'évacuer, et il s'approche des lignes britanniques qui s'étendent depuis Gazala, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Tobrouk, jusqu'aux environs de Bir Hakeim au sud. Mais à partir du 5 février, Rommel doit stopper son offensive. Car le Duce et le maréchal Cavallero du Comando Supremo italien s'agacent de ces initiatives. Ils entendent diriger eux-mêmes les opérations et soustraient les troupes italiennes à son autorité. En outre, Hitler et le haut commandement allemand ont à ce moment-là d'autres préoccupations avec les combats en Union soviétique. Les deux combattants vont donc faire une nouvelle pause à partir de février, car de son côté, le général Auchinleck hésite à reprendre l'offensive tant qu'il ne sera pas certain de sa supériorité numérique. Une fois de plus, c'est Rommel qui prendra l'initiative de l'offensive à partir du 26 mai 1942, avec pour objectif l'invasion de l'Égypte et la prise du canal de Suez. Les Italiens attaquent Gazala, tandis que Rommel entame une manœuvre d'enveloppement en direction de Bir Hakeim pour prendre Tobrouk par le sud. Le général britannique Ritchie ne pensait pas que les Allemands attaqueraient Tobrouk par le sud, et il ne peut leur opposer que deux divisions et 3 brigades, dont la première brigade française libre du général Koenig. Les Français sont chargés de défendre la position de Bir Hakeim. Ce point d'eau désaffecté au milieu du désert libyen est une épine pour Rommel, qui ne peut envisager de poursuivre son attaque sur Tobrouk avec cette menace sur ses arrières. Il lui faut donc, au préalable, prendre cette place. Le 27 mai, les Italiens de la division blindée Ariete mènent le premier assaut contre les 3700 hommes du général Koenig. Mais ils perdent dans les champs de mines qui entourent Bir Hakeim 32 chars en 45 minutes. L'échec italien oblige Rommel à mettre le siège devant Bir Hakeim, qui est bombardé à partir du 1er juin. Le lendemain, des parlementaires italiens se présentent pour demander la reddition des Français. Koenig rejette cet ultimatum et aussitôt, le camp retranché de Bir Hakeim subit un constant pilonnage d'artillerie et aérien jusqu'au 10 juin. Rommel adressera aux Français plusieurs offres de reddition sans plus de succès que les Italiens. Il décide de lancer un assaut le 6 juin, mais les Français résistent à toutes les tentatives de pénétration allemande. Le 10 juin, les Français sont à court de munitions et ils décident d'abandonner la position, car pendant ce temps, la 8e armée britannique a pu évacuer ses forces vers El Alamein et la position de Bir Hakeim n'est désormais plus essentielle. Les opérations d'évacuation se déroulent avec succès dans la nuit du 10 au 11 juin, et lorsque Rommel lance son ultime assaut au matin du 11 juin, il ne trouvera personne.
Les Allemands peuvent enfin lancer leur offensive sur Tobrouk, qui est prise le 21 juin, faisant 33 000 prisonniers britanniques. Et le lendemain, Rommel est sur la frontière égyptienne. Hitler décide de l'élever à la dignité de maréchal. Il n'a alors que 49 ans. Mais la résistance française à Bir Hakeim a fait perdre 15 jours à Rommel, permettant à la 8e armée britannique de se fortifier à El Alamein. Elle a aussi démontré au monde que les Français savaient bien se battre. Les Anglais les félicitent. Et Rommel lui-même reconnaît leur valeur en écrivant, je cite, « Une fois de plus, la preuve était faite qu'un chef français, décidé à ne pas jeter le fusil après la mire à la première occasion, peut réaliser des miracles, même si la situation est apparemment désespérée. » De Gaulle, quant à lui, a adressé à Koenig un câble ainsi rédigé. « Général Koenig, sachez que toute la France vous regarde et que vous êtes son orgueil. » Néanmoins, Rommel se voit bientôt au Caire. Et de son côté, Mussolini a déjà fait envoyer en Libye le cheval blanc sur lequel il compte bien parader dans la capitale égyptienne. Rommel pénètre en Égypte et prend la ville de Marsa Matruh le 29 juin, avant d'atteindre El Alamein, qu'il n'est plus qu'à 60 km d'Alexandrie. Au Caire, c'est la panique. On évacue vers la Palestine et on commence à brûler archives et documents. La première bataille d'El Alamein commence le 1er juillet 1942. Elle durera tout le mois de juillet, le général Auchinleck menant une guerre défensive d'usure qui épuise une Afrique à corps dont les lignes de ravitaillement sont maintenant trop étendues. Rommel ne renonce pas et veut répéter les offensives. Mais finalement, le 17 juillet, il doit reconnaître qu'il n'en a plus les moyens, en écrivant à sa femme, je cite, « Cela va mal. L'ennemi profite de sa supériorité pour détruire les formations italiennes une par une, et les unités allemandes sont trop faibles pour résister seules. Il y a de quoi pleurer. » Le maréchal allemand tente une dernière offensive le 28 août sur Alam Halfa, mais, faute de carburant pour ses chars, la manœuvre échoue, dès le 3 septembre. Rommel ne peut que réorganiser ses forces en défensive et, malade et découragé, il doit retourner en Allemagne le 22 septembre et est remplacé par le général Stumm. Les deux camps sortent épuisés de cette bataille. Mais il apparaît que les Britanniques sont en mesure de se renforcer plus rapidement que les Allemands. En effet, Auchinleck a été remplacé à la tête de la 8e armée par le général Montgomery dès le 8 août. Et celui-ci va recevoir de nouvelles divisions blindées et d'infanterie qui lui permettent de reconstituer ses forces en vue de la seconde bataille d'El Alamein. C'est l'opération Lightfoot qui va débuter le 23 octobre. Mais les premiers résultats de l'offensive britannique ne sont guère probants. Et Montgomery doit mettre en place un nouveau plan baptisé Supercharge. La situation n'est toutefois guère meilleure du côté allemand, où le général Stumm a trouvé la mort le 24 octobre, contraignant Rommel à revenir d'urgence pour reprendre son ancien commandement dès le 25 octobre. L'opération Supercharge est lancée dans la nuit du 1er au 2 novembre 1942, précédée par une intense préparation d'artillerie. Même si les Britanniques subissent des pertes, ils bénéficient de réserves importantes alors que les Allemands sont dans l'incapacité de contre-attaquer. Rommel est conscient que ses hommes sont à bout et il commence à prévoir le repli de ses unités. Mais il reçoit le 3 novembre un message d'Hitler lui intimant l'ordre de résister sans aucune idée de retraite. Le lendemain, Rommel décide néanmoins d'ordonner la retraite générale en direction de Foucault, 100 km en arrière. Et à sa grande surprise, il en recevra la confirmation par Hitler le soir même. La seconde bataille d'El Alamein se termine donc par la victoire de Montgomery. Les Allemands sont définitivement chassés d'Égypte. Avec les batailles de Midway et de Guadalcanal dans le Pacifique et de Stalingrad en Union soviétique, on considère que les deux batailles d'El Alamein ont marqué un tournant dans la Seconde Guerre mondiale en faveur des Alliés. Churchill écrira, je cite,
Avant El Alamein, nous n'eûmes jamais de victoire. Après El Alamein, nous n'eûmes jamais de défaite. Les Allemands sont certes toujours présents en Afrique du Nord, mais pour peu de temps. Et ce n'est pour Rommel que le début d'une longue retraite, car au même moment, le 8 novembre 1942, les Anglo-Américains débarquent au Maroc et en Algérie. Oui, cette fin de l'année 1942 constitue bien pour tous les combattants un tournant décisif.